et je vais appeler à mes côtés donc Franck Baruel, qui est à distance d'ailleurs, Thierry Schott pour président de Califelec. Vous allez me rejoindre, Thierry, et Delphine Grossman aussi pour le groupe SMA BTP. Voilà, vous avez voilà, le temps de s'installer. Donc, on avait dit que cette deuxième table ronde, qui dure une vingtaine de minutes maximum, elle serait consacrée plutôt sur les évolutions réglementaires, les aides, l'assurabilité. Et peut-être on peut faire un premier tour de table rapide de présentation. Allez, on vous laisse, Delphine, l'honneur d'ouvrir cette présentation. Alors, bonjour à tous, je suis Delphine Grossman, je suis au groupe SMA depuis une dizaine d'années et en charge des produits entreprises. Thierry. Oui, Thierry Schott, je suis dirigeant d'une entreprise d'installation électrique à Strasbourg. Je suis en tant que président de Califelec. Et je préciserai peut-être un peu qui est Califelec, puisqu'on en a parlé avant. En deux mots, c'est une association, loi 1901, créée en 1955 à la demande des pouvoirs publics par la filière électrique. Merci Thierry. Et Franck voilà, Baruel qui est à distance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Franck Baruel, je travaille pour le commissariat à l'énergie atomique à l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac, en Savoie, proche de Chambéry. Donc l'Institut national de l'énergie solaire est un centre d'innovation technologique depuis maintenant 2005 et puis aussi un centre de formation professionnelle. Voilà, tant qu'on vous a, Franck, on avait dit qu'on commencerait par vous parce que oui. Faire un état des lieux du marché, et surtout la question qu'on se pose là depuis, on tourne autour de ce sujet depuis le début de la conférence, c'est comment atteindre on disait 3 à 5 gigawatts par an qu'il faut faire de croissance sur ce marché. Comment on va y arriver? Merci. La question est sympa. Comment, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler le chiffre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de riches, mais ce n'est pas un petit problème d'avoir un gros marché devant nous, c'est bien, mais il y a plein d'éléments qui ont été déjà cités, que ce soit la partie main-d'œuvre, et puis on a un contexte conflit, maintenant russe, la Covid, qui est venu un peu reboloter ses cartes. Et d'ailleurs, les chiffres de 3 à 4 gigawatts par an, c'était des chiffres qui étaient fixés avant le conflit russe. Et aujourd'hui, ces chiffres étaient encore normalement augmentés. Donc, ce que Philippe a présenté tout à l'heure, les 40 gigas horizon 2030, les grandes chances qu'ils soient même encore plus hauts que ça. Donc, c'est vrai que ça pose à la fois, on peut être satisfait, on a une feuille de route claire devant nous, mais il y a plein de petites contraintes sur le chemin. Et c'est vrai que pour redonner des chiffres aussi, c'est vrai que ça fait à peu près 600 000 installations en nombre en France. D'ici fin de l'année, on aura fait 600 000 installations cumulées photovoltaïques. Sur les 600 000, il faut savoir qu'il y en a 90%, c'est du résidentiel, c'est du petit, en nombre, pas en puissance, parce que la puissance, c'est à peine 12% sur ces. Mais voilà, toutes les petites installations de moins de 50 mètres carrés représentent presque 500 000 installations. Donc ça, c'est un élément de contexte et qui ne fait que croître. On continue ce marché du petit résidentiel. Et en termes de prix aussi, il faut repositionner le contexte économique, c'est-à-dire qu'un panneau sur les marchés d'électricité, sur les marchés du photovoltaïque, un intégrateur pouvait l'acheter à 600 € le mètre carré. Alors, je vais parler volontairement en euros par mètre carré pour changer l'unité de compte, parce qu'on parle souvent en euros par watt. Mais là, je vais parler en euros par mètre carré. Il était à 600 € le mètre carré en 2006. Aujourd'hui, un panneau sur le marché, il est à peu près à 45 € le mètre carré. Je parle du panneau pas installé, je parle du panneau acheté brut. Donc, on est aussi sur une différence, on a divisé par 12 le prix du panneau. Et ce qui a d'ailleurs fait arriver des néo-entrants qui proposent des solutions un peu à vendre à distance. En 3 clics, maintenant, vous pouvez acheter vos installations et les avoir en bas de chez vous. Et on peut le voir comme une opportunité, mais on peut le voir aussi comme un risque pour la filière, pour notamment ce qui a été lourdement dit avant, c'est la partie fiabilité, faire des belles installations. Et ça, c'est quand même les électriciens qui en sont les garants. Et donc, voilà, on a quand même cette difficulté-là d'explosion du nombre. Et puis, je ne vais pas revenir sur la notion de raccordement électrique, de contraintes architecturales, parce que je pourrais rajouter un petit point pour peut-être aller lancer la collègue qui est sur la partie assurance. C'est vrai que nous, on fait de l'innovation technologique à l'INES, et à chaque fois qu'on sort des nouveaux produits, des nouvelles solutions, c'est très difficile de les tester sur le marché, notamment sur l'aspect assurantiel, parce qu'il y a des procédures qui sont propre au monde de l'assurance. Mais quand, par exemple, nous, on veut développer des modules plus légers, des choses comme ça, il n'y a pas forcément les techniques concurrentes, des choses comme ça. Et donc, il faudra qu'on puisse alléger ces procédures assurantielles pour permettre de pénétrer les nouveaux produits, les nouvelles solutions qui viennent du solaire. Oui, je ne pense pas que ça réponde complètement
enfin, entièrement à la question, mais voilà, ça pose un peu le contexte. Oui, vous voulez dire, on lance des innovations, il faut que le CSTB donne des avis, et derrière, pour que les assurances assurent correctement. Et aujourd'hui, c'est un peu lent. On va dire que la machine est un peu Voyez, grippée, oui, parce qu'on a quand même, parce que le marché aussi explose. C'est un marché qui va vite pour aussi défendre les personnes qui sont tout autour de ça. C'est vrai que c'est un marché qui évolue vite, très vite. Voilà, les produits d'il y a 3 mois sont des fois obsolètes, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que voilà, il faudra arriver à dégripper cette machine CSTB Assurance quand on veut faire rentrer des nouveaux produits sur le marché. voilà, c'était une question pour vous. Alors du coup, pour l'assurance, effectivement, est-ce que c'est grippé côté assurance ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est grippé côté assurance. Les assureurs suivent, en tout cas pour le groupe que je représente. En revanche, c'est sûr que nous, on a une problématique qui est liée à la qualité, donc à la qualification, donc à la formation et aussi aux exigences des fabricants. Si aujourd'hui, un assureur demande à ce que le procédé soit connu avec des autorisations de mise sur le marché et d'avis techniques ou d'évaluation, c'est parce que les fabricants aussi l'imposent avant de poser les panneaux. Donc, je ne sais pas à quel niveau il y a une grippe ou quelque chose qui coince, mais nous, on suit, mais on a besoin d'avoir cette qualité. J'entendais tout à l'heure, que ce soit pour les qualifications ou les formations, où là, vous parliez aussi de nouveaux procédés où en 3 clics, on peut avoir, enfin, ou acheter une installation. Nous, on va le couvrir pendant au minimum 5 ans, si ce n'est 10 ans, si on se retrouve avec une garantie décennale. Donc, on a nécessairement besoin d'une qualité et de garantie, si je puis dire, sur les procédés. On entend aussi ce que vous dites, oui, effectivement, sur la fabrication. Et donc aussi, on parlait de qualification, parce que finalement, pour assurer aussi, il faut vous assurer aussi que les personnes soient qualifiées, il faut que les gens soient bien qualifiés et bien formés pour installer correctement. Si on parle qualification, je ne peux pas m'empêcher de donner un peu une définition. La qualification, pour moi, c'est un gage de compétence pour les entreprises qui veulent faire des installations de qualité, sécurisées, mais c'est aussi un gage de confiance entre le client et le professionnel. Alors, je pense que ça, c'est très important. Et on a déjà parlé un petit peu, Hervé Jacques a parlé un petit peu de Qualifelec avant. Nous essayons, nous, de nous coller, je dirais, au marché, c'est-à-dire le professionnel qui fait soit inférieur à 35 kVA, de 35 à 250, ou supérieur à 250. Pour ça, on a 3 indices de qualification. Une qualification de maintenance, qui est très importante, et bien sûr, se rajoutent des mentions, puisque ça, c'est, je dirais, c'est tendance, mention stockage et mention étude. À l'heure qu'il est, nous avons près de 500 qualifiés dans le domaine du photovoltaïque. Il faut savoir que les 2 dernières années, nous avons une progression de 30%. Oui, donc il y a un marché qui explose. Mais on parlait aussi en qualification, quand on a préparé cette table ronde, on se disait, mais le photovoltaïque, on est des fois à l'interface entre le bâti et le panneau, et donc entre la qualification électrique et la qualification du bâti. Je dirais pour le bâti, nous demandons, je dirais, il y a des exigences pour nous, bien sûr, on a des exigences au niveau des formations des techniciens. Alors, ce que nous demandons, c'est une formation, un technicien qui soit pour la partie électrique et un technicien pour la partie bâti. Mais si l'entreprise ne fait pas le bâti, nous leur demandons aux professionnels de nous montrer avec qui ils travaillent en partenariat ou avec qui ils sous-traitent, et que cette entreprise sous-traitante soit, elle, qualifiée. Voilà. Qualifiée, soit un certificat de qualification Qualibat, soit un certification de qualification OPQCI, OPQIBI, ou alors une attestation de réussite QualiPV module BAT. C'est-à-dire qu'on s'assure que le bâti soit fait de manière correcte. Bien sûr, il y a des entreprises qui font les deux. Delphine, on avait dit, effectivement, là, je n'arrive au sinistre, on avait dit peut-être qu'on aborderait peut-être quelques éléments de chiffres de sinistres, alors parce que à la fois sur le photovoltaïque, parce que vous êtes là pour ça aussi, c'est dont on parle, il faut diminuer cette sinistralité au maximum pour pouvoir faire rentrer aussi de nouvelles personnes dans le marché à des conditions intéressantes. Et donc, en termes de sinistres et de risques électriques aussi, on avait dit peut-être qu'on aurait pour avoir quelques chiffres qui vous concerne en tout cas. Oui, alors toujours uniquement pour le groupe SMA, puisque je ne connais pas l'ensemble de la sinistralité du marché. En revanche,
c'est pas tellement de couvrir ou de pouvoir faire rentrer de nouvelles entreprises à des meilleures conditions, c'est qu'on est toujours sur le même concept de qualité. Or, s'il semblait qu'une tendance était plutôt à la diminution des sinistres, notamment d'origine électrique, il semblerait qu'aujourd'hui, ça s'inverse. Moi, mes experts m'indiquent que depuis le début du mois de juin, il y a 4 nouveaux sinistres incendies liés à des installations PV, alors qu'avant, c'était une moyenne de 2 par mois. Pour ce qui concerne notre groupe, on peut effectivement constater que la plus grosse part de sinistralité vient de problématiques d'infiltration et non pas de problématiques électriques. En revanche, en termes de coûts, pour 1 ou 2% des sinistres qui vont être d'origine électrique, ça représente 20% du coût de l'indemnisation liée au photovoltaïque. Donc, c'est ce qu'on disait sur la qualité du bâti. C'était quand on intervient sur le bâti, on génère des infiltrations. Oui, mais l'infiltration va représenter finalement un plus gros nombre de sinistres, mais pour un coût, si on regarde au coût par dossier, qui sera moindre que lorsqu'on a, et c'est assez logique, un incendie. Vous imaginez bien, imaginez une infiltration ou un incendie, vous voyez bien que les dommages ne sont pas les mêmes. Donc, en réalité, c'est le coût par rapport au nombre de dossiers qui reste très important. Franck, on parlait aussi sur les freins que vous avez, c'est la simplification des procédures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il faudrait simplifier? Ouais, ça a été déjà un petit évoqué. Je pense que Philippe l'a dit de manière très directe en introduction. Les procédures de raccordement, c'est un vrai point aujourd'hui qui ralentit. Après, il y a tout ce qui est procédure d'urbanisme, procédure liées notamment quand on est dans des zones ABF, architecte des bâtiments de France. Voilà, il y a qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? C'est déjà pas mal. Et puis, alors, en termes d'assurantiel, allez, je vais encore. C'est vrai que les néo-entrants, je parle des installateurs, mais c'est normal, il faut qu'ils ne montent pas de blanche en termes de qualification, et c'est tout à fait normal. Par contre, certaines assurances, et je ne crois pas que ce soit la vôtre, imposent aussi des fois d'avoir déjà au moins fait plusieurs installations. Alors, c'est le chien qui se mord la queue parce qu'on ne peut pas légitimer d'avoir fait déjà plusieurs installations pour en plus d'avoir la décennale. Donc ça, c'est vrai que ça peut des fois être un problème, mais c'est quelque chose qui avance. En tout cas, moi, sur note positive, il y a eu un frein réellement, je pense, de la partie assurance pendant la période avant 2017-2018. Là, on voit vraiment quand même les partenaires d'assurance reviennent vraiment autour de la table et travaillent vraiment de concert avec la filière. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Oui, Thierry, on dit les néo-entrants. Parmi les gens que vous qualifiez, est-ce que vous sauriez dire combien il y a de néo-entrants sur ce marché, des personnes qui développent une nouvelle compétence? Parce que ce que dit Franck, c'est dire effectivement, s'il faut que je montre des dossiers alors que je suis un néo-entrant, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez des témoignages des entreprises là, pour… Non, j'ai pas. Bien sûr, nous avons d'abord, avant d'une qualification, avant de qualifier des gens qui ont de l'expérience, qui ont des références chantier, au départ, on fait une qualification probatoire. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement le nombre. Non, je ne le connais pas par cœur. Mais bon, on s'assure qu'ils soient, formés, 2, qu'il y ait les techniciens compétents là, dans les 2 domaines, et si ce n'est pas le cas, mais on s'assure qu'ils travaille avec une entreprise qui va bien et bien sûr, après, qui s'assure. Et ça, on le fait, je dirais, en bonne collaboration avec les assureurs. Oui, pour répondre sur les néo-entrants, Delphine, effectivement, vous pouvez, j'imagine, prendre des entreprises qui sont en qualification probatoire. On prend non seulement des entreprises qui sont en qualification probatoire, mais également les entreprises qui démontrent avoir fait les démarches pour obtenir une qualification, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait souvent cette problématique qui est que pour obtenir une qualification, il fallait être assuré, et que pour être assuré, notamment dans le photovoltaïque, mais ce n'est absolument pas le seul domaine, il fallait avoir une qualification. Donc, on accepte, encore une fois, mais je ne réponds pas pour l'ensemble du marché, on accepte effectivement les entreprises qui ont fait les démarches, mais je vais rejoindre ce qui est dit aujourd'hui de la part des qualificateurs, c'est qu'il faut qu'il y ait des formations. Une entreprise qui se crée aujourd'hui ne sera évidemment difficilement assurable demain si elle n'a pas entamé de démarche de qualification, de formation. Mais je crois qu'on est tous d'accord, on est tous dans le même bateau. Ce qu'on veut, c'est de la qualité. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de demandes, manque de main-d'œuvre et de personnes formées sur ce marché. Et puis après, il ne faut pas qu'il y ait les freins non plus qui permettent de répondre à ces besoins. Thierry, il y avait un…
Il n'y a aucun frein dès lors que les personnes sont compétentes et c'est ce que nous vérifions. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on mette fin donc cette deuxième table ronde voilà, sur laquelle on a fait le tour de ce sujet assurantiel. On peut les applaudir pour avoir participé à ce sujet. Merci aussi à vous, Franck, à distance.